Bonjour à tous et bienvenue sur Score Stories. Cette chaîne a pour but de présenter des compositeurs de musique de film. Pour ce premier numéro, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir un personnage fascinant du monde de la musique de film. C'est un compositeur qui a marqué plusieurs générations de cinéphiles sans que beaucoup ne connaissent réellement son nom. Vous avez peut-être déjà vu la saga des Die Hard avec Bruce Willis, L'Arme Fatale avec Mel Gibson, ou bien encore Robin des Bois avec Kevin Costner. Toutes ces bandes originales et bien d'autres encore portent la signature d'un seul homme, Michael Kamen. Ce qui est remarquable avec Michael Kamen, c'est qu'il ne s'est jamais laissé enfermer dans une case. Il a été oboïste classique, c'est comme ça qu'on appelle les joueurs de hautbois. Il a été membre d'un groupe de rock, chef d'orchestre, arrangeur pour les plus grands noms du rock, et bien sûr, compositeur pour le cinéma et la télévision. Sa carrière illustre parfaitement cette idée qu'on peut être à la fois rigoureux dans la forme classique et audacieux dans l'exploration musicale. Alors, qui était vraiment Michael Kamen ? Comment est-il devenu l'un des compositeurs de musique de film les plus prolifiques de son époque ? C'est ce que je vous propose de découvrir. Michael Arnold Kamen est né le 15 avril 1948 à New York. Il est le deuxième d'une famille de 4 garçons. Son père, Saül Kamen, est dentiste, et sa mère, Hélène, enseignante. La famille est d'origine juive, et la musique occupe déjà une place importante dans leur quotidien. Dès son plus jeune âge, Michael montre un talent musical évident. Il ne se contente pas d'un seul instrument, il touche à tout ce qui lui tombe sous la main, et chante aussi bien du bluegrass que du Bach. Cette polyvalence, cette curiosité musicale, c'est un trait qui le suivra toute sa vie. Il entre à la High School of Music and Art, près de Harlem, à Manhattan, une école prestigieuse qui forme les jeunes talents new-yorkais. C'est là qu'il rencontre Martin Fulterman, qui deviendra plus tard Mark Snow, le compositeur du fameux générique de X-Files. Cette amitié sera déterminante pour la suite. Pendant ses études, Michael Kamen se spécialise dans le hautbois. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne se contente pas de la voix classique traditionnelle. Avec ses camarades, dont Martin Fulterman et Dorian Rudnitsky, il fonde un groupe qui s'appellera le New York Rock and Roll Ensemble. L'idée, fusionner le rock et la musique classique, deux univers qui semblaient à l'époque inconciliables. Le groupe se produit en queue de pie, comme les musiciens classiques, mais joue du rock. Au milieu de leurs concerts, Kamen et Fulterman exécutent même un duo de hautbois. C'est audacieux, c'est original, et ça marche. C'est aussi pendant cette période que Michael Kamen poursuit ses études au Juilliard, l'une des écoles de musique les plus prestigieuses au monde. Et c'est là qu'il fait une rencontre capitale. Leonard Bernstein lui-même, le légendaire compositeur et chef d'orchestre, l'initie à l'arrangement et à la composition symphonique. Entre 1968 et 1972, le New York Rock and Roll Ensemble sort 5 albums et se fait remarquer dans le milieu musical. À la sortie de ses études, Michael Kamen est déjà un musicien complet, formé classiquement mais ouvert au rock, capable de jouer, de composer, d'arranger et de diriger. Cette polyvalence sera sa force. En 1972, le New York Rock and Roll Ensemble se dissout. Michael Kamen a 24 ans et doit maintenant construire sa carrière solo. Il commence par écrire des pièces pour des compagnies de ballet, le Harkness Ballet, le Joffrey Ballet, Alvin Ailey et même la Scala de Milan. Il compose au total une 12aine de ballets. Ça pourrait sembler éloigné du rock, mais c'est justement cette capacité à naviguer entre les mondes qui va intéresser les musiciens rock. En 1974, arrive un tournant majeur. David Bowie l'engage comme directeur musical pour sa tournée Diamond Dogs. C'est une reconnaissance importante. À partir de là, les collaborations prestigieuses vont s'enchaîner. En 1976, Michael Kamen compose sa première musique de film, avec The Next Man. Mais cette expérience reste relativement confidentielle. Le véritable décollage de sa carrière cinématographique viendra plus tard. En 1979, il travaille avec Pink Floyd, sur leur album concept monumental The Wall.
Ces orchestrations apportent une dimension symphonique à cette œuvre déjà impressionnante. Et ce qui est rare, c'est qu'après la séparation houleuse de Pink Floyd, Michael Kamen continuera à travailler aussi bien avec David Gilmour qu'avec Roger Waters. Très peu de musiciens peuvent se targuer d'avoir gardé la confiance des deux camps après un tel conflit. En 1983, arrive sa première vraie percée dans le cinéma, Dead Zone de David Cronenberg, une adaptation du roman de Stephen King. C'est la première fois que David Cronenberg travaille avec un compositeur autre que Howard Shore. Pour ce thriller psychologique avec Christopher Walken, Michael Kamen crée une partition orchestrale élégiaque et inquiétante, enregistrée au célèbre studio Abbey Road, d'EMI à Londres, avec l'Orchestre Philharmonique National. La musique ne cherche pas à terroriser, mais enveloppe le film d'une atmosphère de tristesse perpétuelle. Cette partition montre déjà sa capacité à créer des univers sonores riches et atmosphériques. En 1984, deux événements importants se produisent. D'abord, il déménage à Londres, où il restera basé pour le reste de sa vie. Ensuite, il crée les arrangements de Here Comes the Rain Again pour Eurythmics, qui devient un tube international. À ce stade de sa carrière, Michael Kamen s'est construit une solide réputation comme arrangeur et orchestrateur pour le rock. Mais le meilleur est encore à venir. 1985 est une année charnière pour Michael Kamen. C'est l'année où il commence véritablement sa carrière de compositeur pour le cinéma, avec plusieurs projets qui vont définir son style. D'abord, il compose la musique de Brazil, le film dystopique fascinant de Terry Gilliam. Pour ce film, Michael Kamen construit toute sa partition autour de variations sur la chanson brésilienne éponyme, créant une atmosphère à la fois nostalgique et oppressante. C'est le début d'une collaboration importante avec Terry Gilliam, qui trouvera en Michael Kamen un terrain de jeu parfait pour son imaginaire débridé. Mais c'est la même année qu'il signe l'une de ses œuvres les plus remarquables, Age of Darkness, une mini-série de la BBC. En collaboration avec Eric Clapton, il crée une partition sombre, tendue, magnifiquement atmosphérique. La guitare de Clapton dialogue avec les orchestrations de Kamen pour créer quelque chose d'unique. Cette bande originale lui vaut un BAFTA et un prix Ivor Novello, consacrant son talent de compositeur pour l'image. En 1986, il compose pour le film Highlander, fusionnant habilement les chansons de Queen avec sa musique orchestrale originale. Son thème principal restera gravé dans les mémoires. La même année, il signe les orchestrations de Who Wants to Live Forever pour Queen, cette chanson magnifique et mélancolique qui accompagne justement le film Highlander. 1987 marque le début d'une collaboration majeure, L'arme fatale de Richard Donner. L'histoire de cette rencontre est intéressante. Le monteur du film, Stuart Baird, avait utilisé des morceaux d'Age of Darkness comme musique temporaire pendant le tournage. Richard Donner, immédiatement conquis par le style de Michael Kamen, l'engage pour créer une partition originale. Kamen a alors une idée brillante. Il recrute Eric Clapton et David Sanborn, ses collaborateurs d'Age of Darkness. La guitare brute et expressive de Clapton incarnerait Martin Riggs, le personnage chaotique de Mel Gibson, tandis que le saxophone de Sanborn représenterait Roger Murtaugh, le flic posé, joué par Danny Glover. Cette approche de caractérisation musicale des personnages crée un son distinctif qui deviendra la signature de la franchise. En 1988 arrivent deux projets majeurs. D'abord, les aventures du baron de Munchausen, ses retrouvailles avec Terry Gilliam. Michael Kamen créera une partition ambitieuse, qui jongle entre la musique de chambre avec clavecin et les envolées orchestrales grandioses. Mais plus tard, dans une interview, il sera d'une honnêteté brutale sur son propre travail, déclarant qu'il aurait probablement dû être renvoyé du projet. Selon lui, il était trop déterminé à créer une partition alambiquée et baroque, si incrustée de détails qu'elle alourdissait le film. Cette autocritique montre sa maturité artistique. Et puis il y a Die Hard. C'est le début de sa collaboration avec John McTiernan, et elle ne sera pas de tout repos. Au départ, McTiernan voulait utiliser la 9e symphonie de Beethoven dans le film, inspirée par son usage dans Orange Mécanique de Stanley Kubrick. Michael Kamen, horrifié à l'idée de ce qu'il appelait profaner cette œuvre dans un film d'action, proposa à la place d'utiliser Wagner. Mais quand McTiernan lui expliqua comment Kubrick avait employé la symphonie
pour souligner l'ultra-violence, Michael Kamen comprit l'intention. En échange, il posait une condition. Il devait également obtenir les droits pour utiliser Singing in the Rain, l'autre morceau emblématique d'Orange Mécanique. Et il dira plus tard qu'il s'amusa énormément à entrelacer Singing in the Rain avec Beethoven dans sa partition. Son approche était ludique. Dans son travail, disait-il, il fallait être comme un enfant qui joue avec des trains, ne jamais prendre le divertissement trop au sérieux, tout en restant professionnel. La partition de Die Hard est fascinante. Michael Kamen mélange des extraits d'Ode à la joie, joués dans des tonalités légèrement plus graves pour sonner plus menaçant, avec des références à Winter Wonderland et Let It Snow, pour rappeler subtilement que l'action se déroule la veille de Noël. En 1989, il reprend la suite de L'Arme Fatale, toujours entouré de David Sanborn au saxo et d'Eric Clapton à la guitare. Il compose également un concerto pour saxophone, une œuvre en 3 mouvements dédiée à son ami et collaborateur de longue date, David Sanborn. Cette pièce pour saxophone alto et orchestre sera enregistrée en mars 1990 avec l'Orchestre Philharmonique National au studio Abbey Road. L'album comprend aussi plusieurs morceaux avec Eric Clapton à la guitare sur Sandra et David Gilmour sur Sasha, ainsi que Ray Cooper aux percussions. Ce concerto témoigne de sa volonté de créer des ponts entre le jazz, le rock et la musique classique. La même année, il compose pour Permis de tuer, le 16e film de la saga James Bond. Sa partition se distingue par ses accents latins et flamenco, reflétant l'intrigue qui se déroule en Amérique du Sud. 1990 est une année riche. Il compose la suite de Piège de cristal, intitulée 58 minutes pour vivre, poursuivant sa collaboration fructueuse avec la franchise. Mais surtout, il participe à The Wall Live in Berlin, le concert monumental organisé par Roger Waters après la chute du mur de Berlin. Il dirige l'Orchestre Philharmonique National devant des centaines de milliers de personnes. C'est un moment historique, et Michael Kamen est au cœur de cet événement musical majeur. En 1991, arrive un tournant dans sa notoriété publique. Robin des Bois, Prince des voleurs, avec Kevin Costner. C'est pour ce film que Michael Kamen coécrit avec Bryan Adams et Mutt Lange la chanson Everything I Do It For You. Cette ballade devient le tube de l'année 1991 dans le monde entier, restant numéro 1 pendant 16 semaines au Royaume-Uni et 7 semaines aux États-Unis. Elle vaut à Michael Kamen une nomination aux Oscars. Même si vous n'avez jamais vu le film, vous connaissez certainement cette chanson. La même année, il dirige lors des sessions des 24 Nights avec Eric Clapton au Royal Albert Hall de Londres, un événement musical majeur qui confirme son statut de chef d'orchestre accompli. À partir de 1992, il devient un collaborateur régulier de Luciano Pavarotti pour les concerts humanitaires Pavarotti and Friends. Ces concerts mêlent opéra et pop, réunissant des stars comme Sting, Bon Jovi ou George Michael. Cette collaboration durera plusieurs années et montre sa capacité à adapter son talent à tous les contextes. La même année, il compose également pour L'Arme Fatale 3, continuant sa fructueuse collaboration avec Richard Donner. 1993 est une année particulièrement prolifique. Michael Kamen compose pour Last Action Hero, retrouvant John McTiernan pour cette parodie et célébration du cinéma d'action avec Arnold Schwarzenegger. Sa partition fusionne brillamment orchestre classique et riff rock puissant, créant exactement ce que le film demandait, une musique à la fois héroïque et autoréférentielle. La même année, il entame une nouvelle collaboration fructueuse avec le réalisateur Stephen Herek pour Les Trois Mousquetaires. Sa partition pour cette version jeune et dynamique du classique d'Alexandre Dumas est un tour de force orchestral et choral. L'ouverture, The Cavern of Cardinal Richelieu, est un morceau héroïque de 3 minutes qui mélange musique liturgique angélique, texture symphonique sombre, passage de cordes d'action, cuivre retentissant. On retrouve dans cette partition son style immédiatement identifiable, sa façon spécifique d'utiliser les cuivres, certaines progressions d'accords, certaines combinaisons instrumentales. C'est aussi pour ce film que son partenariat avec Bryan Adams se poursuit. Ils écrivent All for Love, chanté par Bryan Adams, Rod Stewart et Sting. C'est un nouveau succès international
qui domine les hit parades en 1994. La même année, il compose également pour Don Juan de Marco, le film romantique avec Johnny Depp et Marlon Brando. Pour cette œuvre, il coécrit avec Bryan Adams Have You Ever Really Loved a Woman? Encore une nomination aux Oscars. Encore un tube planétaire. L'année suivante est particulièrement marquante pour 3 raisons. Premièrement, il compose la musique du film Une journée en enfer, retrouvant John McTiernan pour le 3e volet de la saga Die Hard, prouvant que leur relation créative fonctionne sur la durée malgré les débuts houleux. Deuxièmement, il retrouve Stephen Herek pour le film Professeur Hollande, ce récit émouvant d'un professeur de musique qui consacre sa vie à ses élèves. La partition de Kamen est d'une sensibilité extraordinaire, touchant profondément le public. Ce qui est particulièrement intelligent, c'est que Michael Kamen porte 2 casquettes dans ce film. Il écrit la symphonie fictive que le personnage du professeur Hollande peine à terminer pendant 3 décennies, et il compose la partition du film elle-même, dont différents aspects sont tirés de cette symphonie, et représentent différentes périodes de la vie du personnage du professeur Hollande. L'idée est que la symphonie représente musicalement où le professeur Hollande en est dans sa vie, quand il écrit tel ou tel passage. D'ailleurs, touché par le message du film, il confond avec l'acteur Richard Dreyfuss et le réalisateur Stephen Herek la Mr. Holland's Opus Foundation, une organisation qui fournit des instruments de musique aux écoles défavorisées aux États-Unis. C'est un engagement qui lui tient à cœur et qui montre sa dimension humaniste. En 1996, 3 nouveaux projets majeurs voient le jour. D'abord, il retrouve Stephen Herek une 3e fois pour Les 101 Dalmatiens, une adaptation en prise de vue réelle du classique de Disney. Sa partition capture parfaitement l'esprit ludique et l'énergie du film familial. Ensuite, il compose pour Jack, son premier et seul projet avec Francis Ford Coppola. Ce film familial, avec Robin Williams, raconte l'histoire d'un garçon de 10 ans dans le corps d'un homme de 40 ans. La partition de Michael Kamen a ce son orchestral typique des films pour enfants, optimiste et enjoué, accompagné d'une chanson thème, de Bryan Adams. C'est aussi en 1996 que Michael Kamen apprend qu'il est atteint de sclérose en plaques, une maladie neurodégénérative. Mais cela ne l'arrêtera pas. Il continuera à composer, à diriger, à créer avec la même intensité. En 1997, Michael Kamen retrouve Bryan Adams pour un projet spécial, le concert MTV Unplugged, enregistré au Hammerstein Ballroom de New York le 26 septembre. Il écrit les arrangements pour cordes de nombreuses chansons et dirige un ensemble d'étudiants de la Juilliard School. C'est un moment musical intime et puissant qui montre encore une fois sa capacité à rehausser les chansons pop avec des orchestrations sophistiquées. En 1998, il compose pour De la Terre à la Lune, la série HBO sur le programme spatial Apollo. C'est une partition épique qui capture l'ambition et le courage de l'exploration spatiale. La même année, il compose pour L'Arme Fatale 4, clôturant sa collaboration de 11 ans avec Richard Donner sur cette franchise emblématique. Au total, Michael Kamen aura composé pour 4 films de la série, créant une identité sonore immédiatement reconnaissable. Il compose également la musique du film Au-delà de nos rêves, avec Robin Williams, créant une partition onirique et émouvante pour ce film sur l'au-delà. Sous pression temporelle après le rejet de la partition initialement composée par Ennio Morricone, Michael Kamen adapta brillamment une chanson de son ancien groupe, le New York Rock Ensemble, comme thème musical principal du film. 1999 est une année extraordinairement productive. Il signe la musique du Géant de Fer, ce film d'animation magnifique et sous-estimé. Sa partition capture parfaitement l'innocence de l'enfance et la grandeur tragique du robot géant. Mais surtout, 1999 est l'année de sa collaboration monumentale avec Metallica. Il arrange et dirige un concert qui allie le groupe de heavy metal avec l'orchestre symphonique de San Francisco. Le résultat, intitulé S&M pour Symphonie et Metallica, devient multiplatine. Imaginez la puissance de Metallica amplifiée par la majesté d'un orchestre symphonique. C'est exactement ce que Kamen réussit à créer. C'est l'aboutissement de sa vision
d'unir le rock et la musique classique. Cette vision qu'il portait depuis ses débuts, avec le New York Rock and Roll Ensemble, 30 ans plus tôt. En 2000, il compose et dirige sa Millennium Symphony, sous-titrée The New Moon, in the Old Moon's Arms, inspirée par les tribus Anasazi du sud-ouest américain. C'est une œuvre ambitieuse, créée avec l'Orchestre symphonique national de Washington. La même année, il compose pour X-Men, le premier film de la franchise qui lancera les films de super-héros modernes. Son thème principal est héroïque, épique, parfait pour ces mutants qui luttent pour être acceptés. 2001 voit la sortie de Frères d'armes, la série HBO sur les soldats américains pendant la Seconde Guerre mondiale. La partition de Michael Kamen, d'une grande sobriété et émotion, lui vaut de nombreux éloges. C'est l'une de ses dernières grandes compositions pour l'écran. En 2002, malgré sa maladie qui progresse, Michael Kamen reste extrêmement actif. Il est directeur musical de Party at the Palace, le concert organisé pour le jubilé d'or de la reine Elisabeth II. C'est le premier concert public sur la pelouse du palais de Buckingham. Brian May de Queen joue sur le toit du palais, et Michael Kamen coordonne tout cela avec brio. La même année, il participe au Concert for George, l'hommage à George Harrison, au Royal Albert Hall, en tant que chef d'orchestre pour les cordes. C'est un moment chargé d'émotions, un hommage d'un musicien à un autre. Au total, Michael Kamen aura composé pour plus de 80 films et séries télé. Sa musique a accompagné nos rires, nos larmes, nos frissons. Il avait ce don rare de comprendre immédiatement ce dont une scène avait besoin, émotionnellement parlant. Le 18 novembre 2003, Michael Kamen meurt d'une crise cardiaque à son domicile de Londres. Il avait 55 ans. Sa disparition provoque une vague d'émotions dans le monde de la musique et du cinéma. Au cours de sa carrière, il aura remporté 4 Grammy Awards sur 9 nominations, un BAFTA, et obtenu 2 nominations aux Oscars. Mais au-delà des récompenses, c'est l'ampleur de son héritage qui impressionne. Michael Kamen a composé pour certains des plus grands films d'action des années 80 et 90. Sa musique a défini un style pour les films d'action à cette époque. Puissante, mélodique, émotionnelle. On entend son influence chez de nombreux compositeurs qui lui ont succédé. Mais ce qui le distingue vraiment, c'est cette capacité à ne jamais se répéter. Ses musiques pour L'Arme Fatale ne ressemblent pas à celles de Robin des Bois, qui elles-mêmes sont différentes du Professeur Holland ou du Géant de Fer. Chaque projet était pour lui une page blanche, une nouvelle opportunité d'explorer. Et puis, il y a cette dimension humaine. La création de la Mr. Holland's Opus Foundation montre qu'il croyait profondément au pouvoir de la musique pour transformer des vies. Des milliers d'enfants ont pu apprendre la musique grâce à cette initiative, qui continue son œuvre aujourd'hui encore. Ses collaborations avec les artistes rock montrent aussi quelqu'un qui n'avait pas peur de sortir de sa zone de confort. Alors qu'il aurait pu se contenter d'être un compositeur classique respecté, il a choisi d'aller vers le rock, la pop, le heavy metal même. Il a brisé les barrières entre les genres, prouvant qu'un musicien formé au Juilliard pouvait aussi bien diriger un orchestre symphonique que collaborer avec Metallica. Voilà, nous arrivons au terme de cet épisode consacré à Michael Kamen. Si je devais retenir une chose de ce parcours, ce serait cette idée. Michael Kamen a construit sa carrière pierre par pierre, sans jamais se laisser enfermer dans une case. Du New York Rock and Roll Ensemble dans les années 60, au concert S&M avec Metallica en 99, il a maintenu le cap. Faire dialoguer les univers musicaux, refuser les frontières artificielles entre la musique classique et populaire. Il a prouvé qu'on pouvait être à la fois exigeant et accessible, classique et moderne, rigoureux et audacieux. Il n'a jamais eu à choisir entre Bach et les Beatles, entre l'orchestre symphonique et la guitare électrique. Il a embrassé tout cela, et c'est précisément cette ouverture qui a fait sa richesse. Dans notre époque, où l'on a parfois tendance à nous enfermer dans des cases, le parcours de Michael Kamen est une belle leçon. Il nous rappelle que la curiosité intellectuelle et artistique,
le refus des étiquettes et l'ouverture aux autres univers sont des forces, pas des faiblesses. Si cet épisode vous a donné envie de découvrir ou redécouvrir sa musique, je ne peux que vous encourager à écouter ses bandes originales. Vous verrez, chaque œuvre raconte une histoire différente, mais toutes portent cette signature unique, ce mélange d'émotion et de sophistication qui définissait Michael Kamen. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le partager si vous l'avez apprécié et à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. À très bientôt pour un nouvel épisode.